C'était l'histoire d'une mécanicienne d'un petit village qui avait tout abandonné pour acquérir un hélicoptère rouillé, un appareil qui n'avait pas fendu les airs depuis des décennies. Tout le monde la croyait folle. Mais ce qu'elle a construit à partir de cette carcasse brisée a stupéfié le village tout entier et a déclenché un mouvement que personne n'avait vu venir. C'est un récit de foi, d'héritage et de ce genre d'envol qui commence au ras du sol. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Commençons. Sylvie Dubois se tenait au bord du terrain de gravier derrière la grange de son grand-père, les bras croisés, observant le camion à plateau abaisser l'hélicoptère brisé comme s'il s'agissait d'un cercueil. Il semblait mort, irréparable. Les patins étaient corrodés jusqu'à l'os, le fuselage grêlé de piqûres de rouille et les pales du rotor pendaient comme des ailes fatiguées. Mais Sylvie ne scia pas. Elle avait échangé jusqu'à son dernier euro, vendu sa caisse à outils, sa Renault 4, et même sa caravane, juste pour l'amener ici. Tout le monde à Valfleury, ce petit village de Provence baigné de soleil, pensait qu'elle avait perdu la raison. Une femme mécanicienne, sans atelier, sans économie, et maintenant propriétaire d'une épave qui n'avait pas touché le ciel depuis des décennies. Mais Sylvie s'en fichait. Elle ne voyait pas ce qu'il voyait. La grange avait autrefois été l'atelier de son grand-père, là où il lui avait appris à réparer les moteurs avant même qu'elle puisse atteindre les pédales de son tracteur. Après son décès, c'était devenu un cimetière d'outils et de silence jusqu'à aujourd'hui. Elle força les portes grinçantes, et l'odeur d'huile de moteur et de cèdre la frappa comme un souvenir vif. Alors que l'hélico touchait le sol, Sylvie s'avança, posa la main sur son flanc écaillé et murmura, « Toi et moi, on a toutes les deux été oubliés. Changeons ça. » 3 jours plus tard, elle réussit à faire rouler l'hélicoptère dans la grange. Les mains de Sylvie étaient couvertes de cambouis. Ses bras étaient endoloris à force de desserrer des boulons qui n'avaient pas bougé depuis que Mitterrand était président. Elle travaillait tard dans la nuit, avec pour seule compagnie une vieille lampe et une radio crachotant des chansons françaises dans un coin, le genre que son grand-père fredonnait. Mais cette nuit-là, ce ne fut pas le grésillement qui rompit le silence. Ce fut un coup frappé à la porte. 3 coups brefs sur le bois de la grange. Puis le silence. Sylvie essuya ses mains sur son jean, passa sa natte à travers l'ouverture de sa casquette et ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Debout, il y avait un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, la peau burinée par le soleil et des yeux qui ne la regardaient pas du tout, mais qui fixaient quelque chose par-dessus son épaule. L'hélicoptère. Où avez-vous trouvé cet oiseau? Demanda-t-il. Sa voix était comme du gravier adouci par le temps. Je l'ai acheté à un éleveur près des collines de Sologne, répondit Sylvie, méfiante. Pourquoi? Il s'avança lentement, comme si l'hélicoptère pouvait disparaître s'il bougeait trop vite. Parce que je connais cet oiseau. C'est mon frère qui l'a construit. Sylvie cligna des yeux. Pardon? L'homme hocha la tête, les yeux toujours rivés sur l'appareil. Son nom, c'est le papillon du ciel. Il devait nous emmener loin d'ici, moi et Pierre. C'était lui, le constructeur. Moi, je n'étais que le mécanicien. Mais la vie en a décidé autrement. Il plongea la main dans sa veste et en sortit une pochette en cuir usé. À l'intérieur se trouvait un carnet de vol, jauni sur les bords, rempli de pages de notes manuscrites, de schémas, et une photo de 2 jeunes hommes souriant à côté du même hélicoptère, alors qu'il brillait comme un sous-neuf. « Je m'appelle Michel, dit-il doucement. Pierre est décédé il y a quelques années. J'ai donné l'oiseau. Je pensais qu'il était trop abîmé pour avoir de l'importance, mais je n'ai jamais cessé de penser à lui. » Sylvie traça du doigt la couverture du carnet. Il n'est pas abîmé, pas complètement. Michel esquissa un faible sourire, puis tira une feuille de papier bleu pliée de sa poche arrière. Il n'a jamais pu finir ça. C'est une modification de conception sur laquelle il a travaillé pendant des années. Un nouveau type de tringlerie de commande, plus souple et résistant au vent fort. La DGAC ne l'a jamais approuvé. Trop expérimental. Mais si vous êtes sérieuse au sujet de sa reconstruction, Sylvie déplia le plan. Il était brut et brillant, avec des annotations griffonnées dans les marges et des flèches pointant vers des changements qui défiaient tout ce qu'elle pensait savoir sur les cellules d'aéronefs. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle étala le plan sur son établi comme si c'était une écriture sainte. L'écriture correspondait à celle du carnet de vol. C'était la voix de Pierre, portée à travers les décennies par le graphite et l'encre.
Elle prépara du café à l'aube et s'assit en tailleur sous le ventre de l'hélico, relisant les notes pour la 100e fois. Le rotor de queue était grippé, l'assemblage du rotor principal fissuré, et le moteur Lycoming d'époque était complètement bloqué, mais elle n'était pas découragée. Au contraire, sa poitrine brûlait d'une chose qui s'était éteinte il y a longtemps, un but. Cet après-midi-là, elle se rendit en voiture dans un atelier d'usinage à 2 départements de là. Il était tenu par Antoine Bertrand, un chaudronnier à la retraite qui lui avait appris à souder avant même qu'elle ait l'âge légal d'utiliser un chalumeau. « Tu reconstruis un hélicoptère » demanda-t-il en examinant le croquis. « Tu essaies de gagner un pari ou de perdre un procès » ? Ni l'un ni l'autre, répondit-elle. J'essaie juste de terminer le rêve de quelqu'un d'autre. Antoine grogna, puis retourna le plan, le scrutant un long moment. C'est fou et plutôt génial. Alors, tu m'aides ? Je découperai ce dont tu as besoin, mais si ce truc part en flamme, tu ne dis mon nom à personne. Marché conclu. Elle sourit. De retour à la grange, Sylvie traça des lignes sur le fuselage, marqua chaque point de contrainte et commença le démontage. Ses mains s'ampoulèrent, son dos la fit souffrir, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque vis qu'elle retirait semblait dévoiler une couche de l'histoire de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, un adolescent dégingandé se présenta. De grands yeux, des mains nerveuses, un casque de soudure trop grand pour sa tête. « J'ai entendu dire que vous construisiez un hélicoptère, » dit-il, la voix légèrement cassée. « Je veux aider. Je ne connais rien pour l'instant, mais j'apprends vite. » Sylvie hésita, puis lui tendit un balai. « Commence par donner au sol une allure moins dépotoir. » Le garçon rayonna. « Oui, madame. » Il s'appelait Théo, et à partir de ce jour, il ne manqua pas un seul jour de travail. La nouvelle commença à se répandre, non pas par des prospectus ou des publications sur les réseaux sociaux, mais par des chuchotements. À la fin de la semaine, Stéphane de la quincaillerie livra des caisses de boulons de qualité aéronautique. « C'est gratuit, dit-il. Cette machine mérite le ciel. » La bibliothécaire du village déposa des livres poussiéreux sur l'aérodynamique et la théorie du vol. Madame Moreau du bistrot apportait des quiches et de la soupe chaque jour. « On ne peut pas voler le ventre vide, » lança-t-elle avec un clin d'œil. Même le curé du village se montra un matin. « Vous êtes là pour prier pour nous » plaisanta Sylvie. « Non, dit-il en posant une main sur la poutre de queue. Je suis venu bénir l'oiseau. » La grange se transforma. Ce n'était plus seulement un atelier. C'était en train de devenir quelque chose de sacré, une forge pour les secondes chances. Michel revenait souvent, parfois avec des pièces, parfois avec des histoires. Il raconta à Sylvie le chagrin d'amour de Pierre, la femme qu'il aimait et qui en avait épousé un autre. Le papillon du ciel était censé la reconquérir, dit-il à voix basse. Mais quand la DGAC l'a cloué au sol, Pierre s'est cloué au sol lui aussi. Il n'a plus jamais rien construit. Sylvie écoutait en silence, ses doigts caressant le bord du plan. Il n'a pas échoué, murmura-t-elle. Il n'a simplement pas terminé. La 12e nuit, elle découvrit quelque chose de caché sous le siège du pilote, une petite boîte en fer blanc enveloppée dans un tissu ciré. À l'intérieur, une lettre manuscrite, un médaillon en forme de boussole et une plaque de métal gravée de coordonnées. La lettre, écrite de la main tremblante de Pierre, disait « Si vous avez trouvé ceci, alors peut-être êtes-vous assez courageux pour finir ce que je n'ai pas pu. » Cet hélicoptère ne servait pas seulement à voler. Il servait à guérir. J'ai conçu quelque chose qui pouvait soulever plus que du poids. Il pouvait soulever le regret. Sylvie resta assise contre le mur de la grange pendant un long moment cette nuit-là, la lettre sur ses genoux, le médaillon dans sa paume. Pour la première fois, elle pleura, non pas de tristesse, mais sous le poids d'un espoir hérité. Elle ne voulait plus seulement réparer l'hélicoptère. Elle en avait besoin. Le lendemain matin, après que Sylvie eut trouvé la lettre et la boussole cachée de Pierre, la grange semblait différente, comme si elle avait expiré. La poussière ne s'accrochait plus. Le silence n'étouffait plus. Il y avait maintenant du mouvement. Un but. Elle accrocha la lettre sur le mur du fond, à côté du plan, et grava les coordonnées de la plaque de métal dans son carnet sous un seul mot, un jour. Les jours suivants furent un tourbillon. Théo apprenait vite, plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il était désordonné mais prudent, curieux mais respectueux.
Il ne touchait jamais un outil sans demander, n'ignorait jamais un conseil. Sylvie commença à lui enseigner les bases de la soudure à l'arc, les spécifications de couple de serrage, le routage des faisceaux de câbles, et il absorbait tout comme la lumière du soleil. Un soir, après 14 heures consécutives à découper de l'aluminium et à renforcer la poutre de queue, Sylvie s'assit, trempée de sueur, et murmura « On est vraiment en train de le faire ». Puis l'appel arriva. Elle était en train de souder un circuit lorsque son téléphone vibra. Numéro inconnu. Allô? Une voix d'homme, sèche et saccadée. Est-ce que je parle à Sylvie Dubois? Oui. Ici Nicolas Leroy, de la DGAC. Sa colonne vertébrale se raidit. De quoi s'agit-il? Nous avons reçu un signalement indiquant que vous restaurez un aéronef non immatriculé, une construction expérimentale avec des modifications non documentées. Est-ce exact? Sylvie hésita. C'est une reconstruction. Les carnets de vol originaux sont intacts. Les modifications faisaient partie d'une conception historique. Nous allons devoir l'inspecter immédiatement. Clic. Elle resta figée, le fer à souder refroidissant dans sa main. Quelqu'un l'avait dénoncé. Cette nuit-là, la grange était silencieuse. Trop silencieuse. Théo remarqua son silence et ne posa pas de questions. Il continua simplement à travailler, balayant la sueur en tas bien nette. Le lendemain matin, un SUV blanc avec des plaques de la DGAC entra sur le gravier. Nicolas Leroy en sortit. Costume gris, presse-papier, lunettes de soleil miroir. Il ne sourit pas, ne serra pas la main. Il tourna autour du papillon du ciel comme un vautour, tapotant sur la carlingue, vérifiant les lignes de rivet, jetant un coup d'œil à l'intérieur du cockpit avec l'air de quelqu'un qui cherche une raison de dire non. Michel arriva au milieu de l'inspection. Il ne dit pas grand-chose non plus, se tenant juste à côté de Sylvie, les bras croisés, le visage impénétrable. Après près d'une heure, Leroy parla, cet aéronef présente des modifications non standards. L'articulation du rotor semble être faite sur mesure. C'est un signal d'alarme. Sylvie lui tendit le plan de pierre et le carnet de vol. Les modifications ont été conçues par le constructeur d'origine. Il a tout documenté. Leroy parcourut les pages. Son expression ne changea pas. Vous devrez remplir un nouveau formulaire 8130 à 12, soumettre une demande de certification expérimentale et subir une vérification de test avec un mécanicien certifié par la DGAC. Sylvie déglutit. Cela pourrait prendre des mois, voire plus, ajouta Leroy. Et d'ici là, l'oiseau reste au sol. Il se tourna, se dirigea vers son SUV et s'en alla, laissant derrière lui de la poussière et du silence. Sylvie s'assit sur les marches de la grange, fixant l'hélico. On est cloué au sol, marmonna-t-elle. Michel s'assit à côté d'elle. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes. Ça veut juste dire qu'on pivote. Pivoter? Ricana-t-elle. Cette certification, l'inspection. Je n'ai même plus l'équipement pour ça. J'ai vendu la plupart de mes affaires juste pour me payer ça. Michel hocha lentement la tête. Alors on construit quand même. On construit comme Pierre l'a fait. Sans permission. Avec espoir. Cette nuit-là, quelque chose changea en Sylvie. Ce n'était pas de la rage. C'était de la détermination. Elle ouvrit de nouveau le carnet de Pierre, traçant chaque dessin comme une prière. Il ne s'était pas arrêté quand on lui avait dit que c'était impossible. Il ne s'était arrêté que lorsqu'il avait renoncé à lui-même. Elle ne ferait pas cette erreur. Le lendemain matin, Théo la trouva déjà au travail, les yeux injectés de sang, les cheveux en bataille sous sa casquette, mais les mains stables. « On continue toujours » demanda-t-il. Sylvie leva les yeux et sourit faiblement. Maintenant plus que jamais. Elle fit jouer ses relations. Fouilla dans les casses, souda de l'aube au crépuscule. Stéphane de la quincaillerie trouva un mécanicien retraité de la DGAC, Jules, qui avait autrefois construit des avions de traitement agricole dans les années 80. Jules arriva après 3 heures de route, examina le plan et hocha la tête une fois. « C'est sacrément brillant, dit-il. Et à la limite de la folie. J'adore. » Sylvie gloussa. C'est la bonne réponse. Jules accepta de superviser la construction et d'aider à la certification.
bénévolement. Quelqu'un m'a donné ma chance un jour, dit-il. Il est temps de rendre l'appareil. Le village se mobilisa. Les agriculteurs locaux apportèrent des tôles de rechange. Des électriciens à la retraite se présentèrent avec des outils d'époque. La bibliothécaire organisa la première collecte de livres pour le papillon du ciel, rassemblant tous les manuels d'aviation dans un rayon de 80 km. Mais l'aide la plus inattendue vint de Sandrine. Un après-midi, une femme entra dans la grange. Silencieuse comme une brise. Fin de la cinquantaine. Natte aux reflets argentés, yeux doux. Elle ne se présenta pas, se contenta de s'approcher du papillon du ciel et de poser la paume de sa main sur le fuselage. J'ai entendu dire qu'il lui restait encore un souffle, dit-elle. Sylvie se figea. Vous connaissiez Pierre. Sandrine hocha la tête. J'étais la raison pour laquelle il l'a construit. Silence. Je ne savais pas, dit doucement Sylvie, ce qu'elle représentait pour lui. Elle était tout ce qu'il n'a jamais dit, murmura Sandrine. Il a survolé les terres de ma famille une fois. Je l'ai vu dans le ciel et j'ai su. Sylvie ravala la boule dans sa gorge. Il n'a jamais atterri. Non, dit Sandrine. Mais peut-être que vous le pouvez. Elle tendit à Sylvie une petite enveloppe. À l'intérieur, une photo. Pierre, plus jeune, debout à côté du papillon du ciel avec une expression de joie pure. Au dos, il était écrit « Elle a toujours été destinée à voler ». Cette nuit-là, Sylvie épingla la photo à côté du plan et murmura « Alors donnons-lui des ailes ». La photo que Sandrine lui avait donnée ne quitta jamais l'établi. Sylvie se surprenait à la regarder chaque matin avant de prendre ses outils. Il y avait quelque chose dans l'expression de Pierre, une sorte d'espoir téméraire qu'elle n'avait vu chez personne depuis des années, peut-être jamais. Et lentement, cela commença à changer quelque chose en elle. Avant, elle avait abordé le projet comme un défi, un test. Pouvait-elle le faire? Pouvait-elle leur prouver qu'ils avaient tort? Pouvait-elle faire voler quelque chose à main nue et avec du temps emprunté? Mais maintenant, il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de terminer une histoire. Elle commença à manipuler chaque pièce différemment, moins comme de la ferraille, plus comme un souvenir. Elle cessa de jurer contre les boulons grippés et commença à écouter. La façon dont le métal résistait avant de céder, la façon dont les fils bourdonnaient lorsque le courant passait juste comme il fallait, les murmures nichés dans les schémas délavés et les notes tachées de graisse. Même Théo le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il un après-midi, la regardant polir doucement la corrosion d'une vieille goupille de rotor de queue. « Oui, dit-elle. Je pense juste que je la construisais avec le feu avant, mais peut-être qu'elle a besoin de quelque chose de plus doux. » Michel, observateur toujours silencieux, intervint depuis sa chaise pliante. Le feu met les choses en mouvement, mais c'est l'amour qui les maintient en l'air. Ils travaillèrent de longues journées et des nuits encore plus longues. Et à travers tout cela, Sylvie commença à voir l'hélicoptère différemment. Elle voyait les rivets non pas comme des taches, mais comme des points de suture, la carlingue comme un squelette, le câblage comme des nerfs, et le cockpit. Ce n'était pas seulement là que quelqu'un s'asseyait. C'était là qu'on rêvait vers l'avant. Le papillon du ciel n'était plus seulement une machine. Il était vivant. Et chaque personne qui entrait dans cette grange le sentait. Un dimanche après-midi, un bus scolaire s'arrêta devant le terrain. Au début, Sylvie pensa qu'il s'était trompé de route, mais ensuite la porte s'ouvrit et un flot d'adolescentes en sortit, les yeux écarquillés, des cahiers à la main. Derrière elle se tenait Madame Fournier, la professeure de sciences du lycée. Elles font un module sur l'aviation. Je leur ai montré votre histoire. Sylvie cligna des yeux. Quelle histoire? Celle que le monde observe discrètement, sourit-elle. Que vous le vouliez ou non, vous êtes devenu quelqu'un dont il vaut la peine d'apprendre. Sylvie ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais été enseignante. Elle avait à peine eu son bac. Mais quand les filles commencèrent à poser des questions sur la portance, le couple, les cellules, elle répondit. Et quand l'une d'elles demanda si elle aussi pouvait devenir mécanicienne, Sylvie s'accroupit et dit, « Tu peux être tout ce qui empêche tes mains de rester inactives trop longtemps. » Après cette visite, quelque chose se débloqua. Sylvie lança un petit programme, les samedis à la grange. Gratuit, informel. Toute fille qui voulait apprendre pouvait venir.
Sans poser de questions. Certaines apportaient des cahiers. D'autres, des histoires. D'autres balayaient simplement le sol ou lui tendaient des outils. Mais toutes repartaient un peu plus grandes qu'à leur arrivée. À la 6e semaine de la reconstruction, le papillon du ciel n'avait plus l'air d'une épave. Le fuselage était entièrement renforcé. Le nouveau boîtier de cyclique, usiné sur mesure par Théo lui-même, était installé. La poutre de queue brillait d'un aluminium brossé, comme si elle était née de la foudre et du courage. Même Jules, le mécanicien de la DGAC, était impressionné. J'ai vu des reconstructions. J'ai vu des projets passionnés, mais ça, il tapota le flanc de l'hélicoptère. Ça, c'est une résurrection. Un après-midi, alors que Sylvie acheminait le nouveau câblage avionique, elle se surprit à fredonner. Elle n'avait pas fait ça depuis des années. Elle s'arrêta, toucha le plan épinglé au mur et murmura, « Tu vois ça, Pierre ? On y est presque. » Mais alors que le projet touchait à sa fin, un autre changement survint. C'était un mardi soir, juste avant le coucher du soleil. Sylvie était seule, ajustant la nouvelle superposition GPS, quand elle entendit le camion de Michel s'arrêter dehors. Il n'était pas seul. Une femme sortit à ses côtés, la quarantaine, blazer impeccable, presse-papier à la main. Elle ne sourit pas. Elle marchait comme quelqu'un avec un objectif précis. Elle s'appelle Isabelle Garnier, dit doucement Michel. Du conseil d'administration du musée de l'Air de Lyon. Je ne l'ai pas invitée, mais elle a entendu parler. Isabelle tourna autour de l'hélicoptère, griffonnant des notes, posant occasionnellement des questions dont le ton ne plaisait pas à Sylvie. Avez-vous la moindre idée de la rareté de cet appareil ? Dit Isabelle, passant un doigt le long du fuselage. C'est une pièce de musée. Historique. Nous adorerions le préserver correctement. Vitrine en verre, plateforme rotative, éclairage, tout le tralala. Sylvie se raidit. Il n'est pas à vendre. Isabelle haussa un sourcil. Vous avez passé combien d'heures là-dessus ? Vous ne voulez pas que les gens le voient ? Je veux qu'ils y croient. C'est à ça que servent les musées. Non, dit Sylvie, la voix ferme maintenant. Les musées sont les endroits où les choses vont pour être remémorées. Le papillon du ciel n'est pas un souvenir. C'est un message. Isabelle cligna des yeux. Vous allez le faire voler. Oui. C'est insensé. C'est pour ça que c'est important. La femme partit en secouant la tête. Mais Michel resta, regardant Sylvie avec une étrange expression. Tu as dit ça si facilement, dit-il. Parce que j'y crois enfin. Cette nuit-là, Sylvie s'assit seule dans le siège du pilote. La grange était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du vieux réfrigérateur et du chant des cigales au loin. Ses doigts reposaient sur les commandes. Elle murmura dans la cabine, « Tu n'as jamais été destiné à être admiré derrière une vitre. Tu étais destiné à t'élever. » Et soudain, toute la lutte, tous les doutes, toutes les jointures écorchées et les nuits blanches, ce n'étaient plus des fardeaux. C'était le prix du vol. Le lendemain matin, elle peignit au pochoir une phrase sous le nouveau numéro d'immatriculation sur la queue du papillon, « La direction n'est pas toujours vers l'avant. » Quand Théo la vit, il demanda, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'on ne construit pas seulement des machines, dit-elle. On construit du sens. Et parfois, le chemin vers quelque chose de nouveau commence par la fin de quelque chose d'ancien. Le matin où Sylvie fit sortir le papillon du ciel de la grange, le village retint son souffle. Le soleil n'avait pas encore dépassé la cime des arbres, mais les voisins se rassemblaient déjà, avec des chaises pliantes, des thermos de café, les yeux écarquillés d'une incrédulité silencieuse. Pendant des semaines, ils étaient passés en voiture, regardant la grange briller dans la nuit, entendant des rumeurs sur une machine volante revenant à la vie. Mais maintenant, ils la voyaient. Le papillon du ciel se tenait sur le terrain de gravier, à la fois ancien et renaissant. Sa carrosserie repeinte en bleu marine mat profond, avec une seule bande argentée le long de la poutre de queue. Sous le nouveau numéro d'immatriculation se trouvait la marque de Sylvie, « La direction n'est pas toujours vers l'avant. » Michel fut le premier à s'approcher. Il passa une main sur la carlingue, les doigts tremblants. « Il lui ressemble, » murmura-t-il. « Mais il respire comme toi. » Sylvie lui adressa un sourire crispé, le cœur battant contre ses côtes. « Tu penses qu'il volera ?
Michel haussa les épaules. Tu l'as reconstruit à partir de souvenirs et de muscles. C'est plus que ce que la plupart des gens font jamais. Puis Jules arriva, le mécanicien de la DGAC avec la liste de contrôle finale. Sylvie passa en revue chaque élément. Tension du rotor, pression d'huile, lecture de couple, commande de vol, tout était conforme. Et quand elle monta dans le siège du pilote, la seule chose qui restait à faire était de tourner la clé. Le moteur toussa une fois, puis démarra. Les rotors gémirent, puis se mirent à tourner. Pas vite, pas furieusement, mais de manière stable, puis plus forte. La foule retint son souffle collectif. Sylvie souleva doucement le collectif. Le papillon répondit. Les patins d'atterrissage se soulevèrent du sol. 2 mètres, 3, 4. Elle resta en vol stationnaire pendant près d'une minute, les mains tremblantes, chaque muscle vivant d'incrédulité. Et puis elle avança, juste une petite poussée vers l'avant, autour du bord du champ. Ce n'était pas un vol. C'était une promesse tenue. Quand elle atterrit, le silence se brisa en 1000 morceaux, acclamations, larmes, applaudissements. Stéphane jeta sa casquette en l'air. Madame Fournier pleurait derrière ses lunettes de soleil. Même la bibliothécaire applaudissait, murmurant quelque chose sur les miracles faits de boulons. Jules s'approcha et frappa son presse-papier contre sa jambe. Tu viens d'écrire l'histoire de l'aviation dans une grange construite pour le foin. Sylvie descendit du cockpit, le visage strié de sueur et de larmes. Elle ne pouvait pas parler. Elle se contenta de sourire. Le lendemain, la nouvelle fit les gros titres des journaux. Une mécanicienne redonne vie à un hélicoptère expérimental à partir de ferraille, et il vole. À midi, c'était aux informations locales. Le vendredi, c'était devenu viral. Mais la vraie surprise arriva la semaine suivante. Une lettre, sur du vrai papier, tamponnée de l'École nationale supérieure d'ingénierie aéronautique à Toulouse. Ils ne demandaient pas à acheter le papillon du ciel. Ils invitaient Sylvie à prendre la parole, à raconter son histoire lors du colloque sur le leadership des femmes dans les sciences et l'ingénierie. Elle fixa l'enveloppe pendant près de 10 minutes, les mains immobiles. Elle n'avait pas mis les pieds dans une école depuis ses 18 ans. Elle avait à peine eu la moyenne en maths. Elle n'avait jamais rien construit pour une scène, seulement pour le ciel. Théo vit son hésitation. « Il faut que tu y ailles, dit-il. Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire ? Dis-leur la vérité. Parle-leur des boulons, des nuits blanches, de la lettre que tu as trouvée sous le siège. Dis-leur comment tu as failli abandonner, mais que tu ne l'as pas fait. » Sylvie déglutit. « Et s'ils me demandent des données ? Alors montre-leur ça. » Il désigna le papillon du ciel, garé devant comme une légende endormie. C'est toutes les données dont ils ont besoin. La nuit précédant l'événement, elle faillit annuler. Elle se tenait seule dans la grange, les mains profondément enfoncées dans les poches de son vieux jean, les yeux fixés sur le médaillon en forme de boussole que Pierre avait laissé. La direction n'est pas toujours vers l'avant. Elle expira lentement, d'une manière tremblante. « D'accord, murmura-t-elle. J'irai. » Elle ne portait pas de blazer. Elle portait des bottes, un jean, ses gants de travail glissaient dans sa poche arrière, et de la graisse encore sous les ongles. La salle était remplie de professionnels impeccables, d'ingénieurs, de professeurs, de pilotes, et puis il y avait elle. Quand elle monta sur scène, elle n'apporta pas de diaporama. Elle apporta une histoire. « Je ne suis pas la plus intelligente de cette salle, commença-t-elle. Je ne l'ai jamais été. J'ai raté mon premier test de soudure. J'ai une fois utilisé du nettoyant pour carburateur pour me laver les mains. Et j'ai échangé tout ce que j'avais contre un hélicoptère rouillé qui n'avait pas volé depuis des décennies. » La salle rit. Mais voilà le truc. Cet hélicoptère était plus que du métal. C'était un souvenir. Un message. Le rêve de quelqu'un d'autre. Abandonné et enterré. Je ne l'ai pas reconstruit pour la gloire. Je l'ai reconstruit parce que parfois, les choses inachevées méritent une seconde chance. Sa voix se brisa. Juste une fois. Elle ne le cacha pas. Je ne suis pas ici parce que je savais tout. Je suis ici parce que je n'ai pas arrêté. Elle quitta la scène sous une ovation debout. De retour à la maison, la grange avait un nouveau nom. Maintenant, c'était le nid.
Ça a commencé comme une blague. Théo l'avait appelé ainsi après le premier vol du papillon du ciel, mais c'est resté parce que c'est ce que c'était devenu, un endroit où les choses brisées étaient reconstruites pour voler. Michel venait tous les dimanches, apportant du café et de vieilles histoires. Jules apportait des manuels et des kits de test. Et Théo, il était maintenant officiellement l'apprenti de Sylvie. Mais elle n'était plus la seule à enseigner. Les filles qui venaient tous les samedis, maintenant plus d'une douzaine, apprenaient à souder, à câbler, à démonter des machines et à les remonter en mieux. L'une d'elles, Chloé, lui demanda un jour, « Tu penses que je pourrais construire quelque chose qui vole un jour ?» Sylvie sourit. « Je pense que tu es déjà en train de le faire. » Les semaines passèrent, puis les mois. D'autres demandes arrivèrent, des interviews, des offres de musée, des contrats de licence. Mais Sylvie refusa la plupart d'entre elles. Elle ne voulait pas que le papillon soit piégé sous des lumières et des cordons de velours. Elle le voulait là où était sa place, dans les airs. Mais une offre semblait différente. Une école de pilotage locale proposa un partenariat de bourse pour les filles qui voulaient construire, réparer ou piloter. Ils voulaient le nommer d'après le projet qui les avait inspirés. L'initiative, Papillon du ciel. Sylvie signa les papiers avec des mains calleuses et les yeux embués. « Ce nom ne m'appartient pas, dit-elle. Il appartient à quiconque a un jour regardé de la ferraille et y a vu une seconde chance. » Et un soir tranquille, des mois après le premier vol d'essai, Sylvie reprit le papillon du ciel, seule. Pas de foule, pas de presse. Elle suivit les coordonnées gravées sur la plaque de pierre, une clairière entourée de chênes, l'endroit où l'amour avait autrefois attendu, et où le regret avait atterri à la place. Elle plana bas, sortit le médaillon en forme de boussole de sa veste et le laissa tomber doucement dans l'herbe. Pas de plaque, pas de discours, juste un murmure. « Tu as réussi. » Puis elle s'éleva, et cette fois, elle ne tourna pas en rond. Elle vola. Le temps avait changé. L'automne était arrivé avec un vent calme et une lumière ambrée. Le vieux toit en tôle de la grange grinçait plus que d'habitude, et les feuilles de chêne se dispersaient sur le terrain de gravier comme les morceaux d'une histoire en cours de réécriture. Sylvie se tenait devant son établi, fixant une photographie usée épinglée à côté du plan de Pierre, la même photo que Sandrine lui avait donnée des mois auparavant. Le sourire de Pierre, la carlingue originale du papillon du ciel, un rêve oublié, qui respirait à nouveau. Mais ce matin-là était différent. Le téléphone sonna. « Allô ?» répondit-elle en essuyant la poussière de métal de ses doigts. La voix à l'autre bout du fil tremblait. « Est-ce que je parle à Sylvie Dubois ?»« Oui. » « C'est Sandrine. » L'estomac de Sylvie se noua. Il y eut un silence. Puis Sandrine reprit la parole, sa voix tenant à peine. « Je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Michel s'est effondré ce matin. » Quand Sylvie arriva, le soleil s'était à peine levé. Elle trouva Sandrine dans le couloir, tenant une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. « Il travaillait sur ce vieux manuel de vol que tu lui avais donné, » murmura Sandrine. « Il disait qu'il allait aider Théo à se préparer pour son brevet de pilote théorique le mois prochain. Il disait qu'il n'avait pas encore fini. » Sylvie hocha la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. « Je peux le voir ?» Sandrine acquiesça. Michel dormait, branché à trop de tubes, des machines bourdonnant et clignotant à la place de sa respiration. Son visage semblait plus petit, en quelque sorte, fragile. Sylvie s'assit à côté de lui et sortit le carnet de vol de son manteau. Elle l'ouvrit à la première page. « Tu te souviens de ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu as dit que Pierre avait l'habitude de dessiner les réglages de compensation dans les marches parce qu'il ne faisait pas confiance à sa mémoire. Tu as ri quand j'ai dit que je faisais la même chose. Tu as dit que c'était peut-être pour ça que le papillon du ciel avait fini entre mes mains. » Elle caressa le papier jauni de ses doigts. « Tu m'as aidé quand personne d'autre ne le faisait. Tu ne m'as pas seulement donné un plan. Tu m'as donné une raison. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Et maintenant, je ne suis pas prête à te dire au revoir. » De retour à la grange, tout semblait trop immobile. Théo ne parla pas beaucoup ce jour-là, travaillant simplement en silence, vérifiant 2 fois tous les réglages de tension sur le rotor. « Je n'aime pas le silence, » dit-il finalement. « Moi non plus, » répondit Sylvie. Cette nuit-là, elle parcourut la grange seule,
s'arrêtant devant chaque outil, chaque photo, chaque boulon laissé à moitié vissé par la main de Michel la veille. Il avait appris à Théo comment installer un amortisseur de vibration. Sa dernière note était encore sur le tableau blanc, ce n'est pas le vol qui compte. C'est qui vous emmenez avec vous. Le lendemain matin, Sylvie retourna à l'hôpital. Michel ne s'était pas réveillé, mais Sandrine l'attendait dehors avec une note pliée à la main. Il a écrit ça il y a une semaine, dit-elle, la voix tremblante. Il m'a dit de te la donner si quelque chose arrivait. Sylvie l'ouvrit avec des mains tremblantes. Sylvie, si tu lis ceci, ça veut dire que je suis à court de ciel. Mais n'ose pas arrêter de voler. Le papillon du ciel était peut-être le rêve de Pierre. Mais tu lui as donné un souffle. Cette grange, ce n'est plus un atelier. C'est un phare. Et gamine, que tu le crois ou non, tu es devenu le feu. Une dernière chose, n'oublie pas les coordonnées. Je sais que tu les portes. Pierre aussi. Mais cette boussole n'a jamais été destinée à être enterrée. Elle était destinée à retrouver un chemin. Emmène-le là-bas. Finis ce qu'il n'a pas pu faire. Sylvie pressa le papier contre sa poitrine et se laissa pleurer. Pour Michel, pour Pierre, pour chaque rêve laissé à moitié construit sur les sols d'atelier et dans les carnets de vol oubliés. Une semaine plus tard, ils organisèrent une cérémonie commémorative à la grange. Ce n'était pas formel. Ce n'était pas chic. C'était mieux. Théo fabriqua une petite plaque à partir de tôles récupérées. On y lisait les mots « Né du feu », portés par le cœur, à jamais dans nos mémoires. Sylvie la monta sur le côté du hangar, sous l'enseigne originale, Garage du Bois. Et cette nuit-là, elle sortit sur le terrain, leva les yeux vers le papillon du ciel, assis en silence sous les étoiles, et murmura « Un dernier vol ». 2 jours plus tard, elle déposa un nouveau plan de vol vers les coordonnées gravées sur la plaque de métal que Pierre avait cachée toutes ces années auparavant. Théo aida à l'après-vol. Jules signa la liste de contrôle, et Sandrine se tenait près du hangar, les mains dans son manteau, observant avec des yeux pleins d'histoire. Sylvie monta à bord. Le moteur démarra facilement cette fois, comme si le papillon du ciel attendait. Alors qu'elle décollait et virait vers l'est, le village en dessous d'elle devint plus petit, mais l'émotion en elle grandit. Chaque vibration du rotor ressemblait à un battement de cœur. Chaque kilomètre, à un raccordement du temps. Elle survola des collines, des rivières et des champs ouverts jusqu'à ce qu'elle la voie. La clairière, celle où Pierre n'avait pas pu atterrir. Elle tourna en cercle, bas. L'herbe se courba sous son ombre. Des chênes se dressaient sur le périmètre, et au centre, la même sorte de paix qu'elle avait ressentie dans la grange cette première nuit. Elle atterrit, sortit et tira quelque chose de la poche de son manteau, la lettre de Michel, pliée à côté de la boussole de Pierre. Elle les posa tous les deux dans l'herbe, à côté de l'endroit où l'amour avait autrefois attendu, et murmura, « Maintenant, vous êtes tous les deux rentrés à la maison. » De retour à Valfleury, les choses ne revinrent pas à la normale. Elles s'améliorèrent. Le nid devint plus qu'un atelier. Il devint un programme. Sylvie ouvrit les inscriptions pour des cours de week-end en fabrication, système mécanique et théorie de l'aviation. En un mois, elle avait 18 filles inscrites et une liste d'attente. Théo enseignait maintenant la soudure. Sandrine apporta des subventions d'une fondation locale. Et Sylvie, elle ne se qualifiait plus seulement de mécanicienne. Elle était maintenant une traductrice de plans, une gardienne d'héritage et une bâtisseuse de rêves aériens. Et chaque dimanche, peu importe le temps, le papillon du ciel était assis au bord du champ, prêt, au cas où quelqu'un aurait besoin de se rappeler que même les choses oubliées peuvent à nouveau voler. Le nid bourdonnait de vie. 1 an s'était écoulé depuis le premier vol du papillon du ciel, mais l'énergie à l'intérieur de cette vieille grange ne s'était pas estompée. Elle s'était seulement approfondie. Les outils étaient toujours accrochés au même mur. Le café avait toujours un goût de brûlé, et le toit fuyait toujours près du coin ouest. Mais quelque chose avait changé. Sylvie avait changé. Pas en apparence, elle portait toujours ses bottes jusqu'à ce que les semelles se fendent et attachaient sa natte avec n'importe quel fil de fer à portée de main, mais dans sa présence. Il y avait en elle une lumière qui ne vacillait plus. Elle était devenue quelqu'un vers qui les autres se tournaient, non pas parce qu'elle le cherchait, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et pourtant, certaines nuits, après que tout le monde soit parti, elle s'asseyait encore seule dans le cockpit du papillon du ciel, les mains reposant sur les commandes,
les yeux fermés. Ne volant pas, se souvenant simplement. Une de ces nuits, la grange était silencieuse, à l'exception du tic-tac d'un moteur en refroidissement et du murmure occasionnel du vent à travers les chevrons. L'établi était encombré de nouveaux croquis de projets. Une paire de lunettes de sécurité gisait, oubliée, à côté d'un gant de soudure. Théo venait de partir, promettant de revenir à l'aube pour aider une nouvelle élève à découper son premier panneau. Sylvie était assise dans le siège du pilote, ses doigts traçant les rainures familières du collectif. Sur le tableau de bord devant elle, gravés en petites lettres soignées par la main de Théo, se trouvaient les mots « Né du feu », portés par le cœur. Elle sourit, puis leva les yeux pour voir une fille, peut-être de 12 ans, debout dans l'embrasure de la porte de la grange. « Salut », dit doucement Sylvie. La fille entra, les yeux écarquillés, un sac à dos suspendu à une épaule. « C'est vous la dame qui a fait voler l'hélicoptère » Sylvie gloussa. « C'est ce qu'on dit. Mon frère dit que c'était impossible, que les filles ne font pas ce genre de choses. » Sylvie se pencha en avant. « Tu veux connaître un secret » La fille hocha la tête. « Je ne l'ai pas fait parce que quelqu'un m'a dit que je pouvais. Je l'ai fait parce que quelqu'un m'a dit un jour que je ne pouvais pas. Et j'en ai eu marre d'attendre la permission. » Les yeux de la fille s'illuminèrent. « Je peux voir à l'intérieur. » Sylvie sourit et ouvrit la trappe latérale. « Monte. Laissons tes mains se mettre à rêver. » L'initiative, papillon du ciel, explosa. Ce qui avait commencé comme des ateliers de week-end devint un programme de mentorat à part entière. Des filles de 3 départements 20, puis 5, puis 12. Des vétérans se joignirent pour enseigner. Des mécaniciens à la retraite sortirent de leur tanière avec des manuels poussiéreux et des mains avides. Même les entreprises locales offrirent des subventions, des outils, des pièces, et lentement, le nid devint une sorte de battement de cœur. Calme, constant, indéniable. Un matin de printemps, Sylvie se tenait devant le hangar, un café dans une main, un presse-papier dans l'autre. Sandrine s'approcha d'elle, observant les filles au travail. Des étincelles jaillissaient derrière les rideaux de soudure. « Tu as déjà pensé que ça arriverait » demanda Sandrine. « Pas une seule fois, » répondit Sylvie. « Mais peut-être. Peut-être que le papillon du ciel n'a jamais été seulement pour Pierre ou Michel ou moi. Peut-être qu'il les attendait toutes. » Sandrine hocha la tête. « Tu n'as pas seulement réparé une machine. Tu as réparé quelque chose de bien plus grand. » Sylvie but une gorgée de son café. « Oui, beaucoup d'entre nous. » Plus tard ce mois-là, Sylvie reçut une lettre, non pas d'un journal ou d'un comité de récompense ou d'un sponsor, mais d'une fille nommée Clara, 14 ans. L'enveloppe était froissée, l'écriture inégale. À l'intérieur se trouvait un dessin du papillon du ciel. En dessous, une seule phrase, « Grâce à vous, je pense que je peux aussi construire quelque chose. » Sylvie plia soigneusement la lettre et la plaça à côté de la dernière note de Michel et de la boussole originale de Pierre. 3 voix, 3 morceaux d'une chronologie brisée, maintenant entière. Et cette nuit-là, elle emmena le papillon du ciel dans les airs une fois de plus. Pas de destination, pas de foule, juste elle et le ciel. Elle vola bas au-dessus des champs qui avaient reverdi, au-dessus de la rivière qui reflétait le soleil du matin, au-dessus d'un monde qui lui avait autrefois dit de rester au sol. Et puis elle s'éleva, plus haut qu'elle ne l'avait jamais fait, au-delà de la ligne des arbres, au-delà du brouillard, dans l'air pur. Les commandes tremblaient sous ses doigts, mais elle ne scia pas. Elle sourit à travers des larmes qui ne venaient pas du deuil, mais de quelque chose de plus difficile à définir, un sentiment d'appartenance. Parce que pour la première fois de sa vie, Sylvie n'avait pas l'impression de réparer le rêve de quelqu'un d'autre. Elle vivait le sien. Elle revint juste au moment où le crépuscule peignait la grange d'or et d'ombre. Théo l'accueillit près des portes, tenant une nouvelle livraison de pièces. « Où es-tu allé » demanda-t-il. « Nulle part, » répondit Sylvie. « Et partout. » Il sembla confus. « Tu comprendras un jour, » dit-elle en lui tapotant l'épaule. Cette nuit-là, les lumières restèrent allumées un peu plus tard. Des filles riaient au-dessus de boîtes de pizza grasses et de tôles pliées. Théo racontait aux nouvelles élèves le premier vol du papillon du ciel comme si c'était une légende. Et Sylvie. Elle se tenait au fond de la grange, regardant la lumière onduler sur les ailes en aluminium et les visages pleins d'espoir. Elle réalisa alors quelque chose.
Le papillon du ciel n'a jamais été destiné à être commémoré dans un musée. Il était destiné à renaître en chaque fille qui regardait quelque chose de brisé et croyait pouvoir le réparer. Et maintenant, cet héritage avait ses propres ailes. Certaines histoires commencent dans le ciel. D'autres commencent au sol, dans la graisse, le chagrin et la rouille. Mais celles qui durent, elles vivent entre les mains des têtus, dans le feu de ceux qui continuent, dans des granges transformées en phares, et dans les filles qui osent voler, même quand le monde leur dit de rester au sol. La vraie leçon ne concerne pas les hélicoptères. Elle concerne les rêves inachevés. Elle concerne les vieux carnets, les outils poussiéreux, les plans oubliés, et le courage qu'il faut pour terminer ce que quelqu'un d'autre a commencé. Et le type d'héritage le plus puissant n'est pas construit sur la perfection. Il est construit sur la persévérance. Fin. À suivre, 2 autres histoires puissantes qui toucheront votre cœur. Cliquez pour continuer à voler avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous croyez que les choses brisées méritent encore de s'élever à nouveau.